Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. L'émission est consacrée, comme vous le savez, à l'actualité sportive du département. C'est parti pour le sommaire. Baseball, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux ont repris le championnat de première division ce week-end dans leur stade Jean Maréchal. Et ils ont débuté par 2 victoires face au Paris UC grâce à leur nouvelle recrue venue du Venezuela, Franck Lopez. Tous les détails dans ce 7-8 Sport. Boxe dans le championnat WBA super moyen, l'élan courtois Adila Mohammadi s'est incliné au point le vendredi 30 mars à Levallois face à Najib Mohamedi à l'unanimité des 3 juges. Une défaite qui pourrait le priver d'un titre mondial. Nous le recevrons dans quelques instants. Rugby, le Sky s'est imposé ce week-end contre Ministère Finance sur le score de 29-14. Une victoire qui leur permet de se maintenir de justesse en division honneur. Le résumé du match sera su dans quelques instants. Coup de projecteur à présent sur les principaux résultats sportifs du week-end dans le département. Je le disais dans les titres, en baseball, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux ont repris la saison de Division 1 ce dimanche avec la réception du Paris UC au stade Jean Maréchal. Les Inimontins l'ont emporté de justesse 1-0 et 5-4. Retour sur ces matchs d'ouverture, des images de Nicolas Dandry, un montage de Romain Ruspini. C'était la rentrée pour les Cougars de Montigny-le-Bretonneux. Dans leur stade Jean Maréchal, les Inimontins recevaient le Paris UC pour leur premier match de la saison en D1. Une rencontre fermée qui a vu les Yvelinois s'imposer 1-0 grâce au Vénézuélien Ronny Materano. Je suis en train d'attendre un lancement spécifique. Il me l'a lancé, il a bien frappé. Il a fait un triple. Et après, lui, il a fait un passe-ball et il a marqué les points. Un match où un autre Vénézuélien s'est également illustré. Son nom, Franck Lopez. L'une des 5 recrues du club a tiré plus d'une centaine de lancers pendant la partie. Au lancer, en tout cas sur le monticule, il a maîtrisé vraiment beaucoup mieux que le lanceur adverse. Au niveau des strikeouts, il a une dizaine de strikeouts, donc il a vraiment maîtrisé son match. Malgré la victoire, le staff espère voir l'équipe progresser offensivement pour atteindre les objectifs du club. Une place dans les 3 premiers et une qualification en Coupe d'Europe. Il faut vraiment qu'on se calibre, c'est un début de saison, donc je leur laisse le temps de s'habituer au retour. C'est vrai que c'est pas évident non plus de revoir des lanceurs un peu plus rapides, parce qu'en saison, on n'a pas eu affaire à ce genre de lanceurs, donc c'est vrai que le temps il faut qu'il se règle. En fait, voilà, il faut qu'il se règle et ça va venir. Dans la deuxième rencontre de la journée face au PUC, les Inimontins se sont une nouvelle fois imposés de justesse 5-4. Prochain match le dimanche 15 avril sur le terrain de Savigny-sur-Orge. En attendant, les Cougars peuvent savourer. Du football à présent, on jouait ce week-end dans le championnat de Régional 4. Ce dimanche, Trappes a lourdement chuté sur le terrain de Sarcelles. Le score est sans appel 5-0 pour les joueurs du Val d'Oise. Cette 11e défaite de la saison peut être lourde de conséquences. Trappes est 12e du classement sur 14 équipes engagées et ne compte que 2 petits points d'avance sur Écouen, le premier relégable. La fin de saison s'annonce tendue pour les hommes d'Arnaud Mbizi. On jouait également dans le championnat de D1 de district. Maurepas s'est imposé sans trembler 2-0 contre Montigny-le-Bretonneux ce dimanche. Résultat qui permet aux Maurepasiens de conserver la 2e place du classement. De son côté, Guyancourt, futur adversaire de Maurepas en finale de la Coupe des Émis, s'est imposé 1-0 contre les Clés-sous-Bois et reste en course pour le podium. Dans les autres matchs où il l'emporte 3-1, Gargenville gagne contre le Chenet 1-0. Les Mureaux ont étrillé Ardricourt 5-0 et Lepec s'impose contre Épône. De la boxe à présent dans ce 7-8 Sport et une déception dans le championnat WBA super moyen. L'élan courtois Adila Mohammadi s'est incliné au point le vendredi 30 mars à Levallois face à Najib Mohamedi. À l'unanimité des 3 juges, une défaite qui pourrait priver le sportif yvelinois d'un combat pour un titre mondial. Nous avons la chance de le recevoir sur ce plateau. Bonsoir Adila. Bonsoir. Alors première question, comment avez-vous récupéré depuis votre combat? En famille, surtout. Est-ce que vous vous sentez bien physiquement? Oui, et surtout mentalement? Je me sens très très bien physiquement et mentalement. Maintenant, je pense que la défaite, c'est pas ce qui m'amènera à arrêter. Hein. Voilà, mes objectifs sont toujours présents. Voilà, vous avez 38 ans. Oui. 38 ans. Et du coup, cette défaite est-elle justifiée? Cette défaite était justifiée. Les 3 justifiée. juges l'ont donné vainqueur. Oui, après, c'est sûr que j'étais pas spécial. C'est bon. On ne le sait pas spécialement. J'étais pas spécialement au top de ma forme ce jour-là. Voilà, différents virus que j'ai pu attraper. C'était la saison un peu. Hein. Et donc vous n'étiez pas 100%. Non, malheureusement, j'ai accepté. Maintenant, j'assume. Hein, j'ai accepté de monter sur le ring. Donc du coup, on a fait ce qu'on avait à faire.
Mais c'est vrai que non, c'était pas spécialement le combat sur lequel j'ai pu donner ce que je devais donner. Je me suis senti mieux même sur ma préparation que le jour du combat. Et vous en avez parlé avec votre promoteur Oui. de ce virus? Oui, après le combat. Maintenant, je pensais pas que j'aurais pu être atteint à ce point-là. C'est vrai que sur le coup, on y va avec la tête parce que mentalement, on sait ce qu'on veut. Et finalement, voilà, la tête doit être accompagnée du corps. Hein. Sur ce match, vous avez été largement surclassé, à votre avis? Je sais pas. Après, dans quel compartiment meilleur que vous? Je pense tout simplement la solution. J'avais la solution. Je la connaissais, la solution. Je savais ce que j'avais à faire. Après, c'est sûr que dans l'état dans lequel j'étais quand je suis monté sur ring, je pense que le corps n'a pas suivi, quoi. Alors j'avais énormément de réponses à ce que je devais faire sur le combat. Hein. Et vous le disiez, vous n'allez pas arrêter votre carrière. Vous avez même demandé une revanche à votre adversaire. C'est ça. C'est accepté. Donc je pense, j'attends. Ça va être vu avec le promoteur, je pense. Mais oui, effectivement, je pense que une revanche pourrait être une belle chose et je suis prêt à le faire dans les meilleures conditions, surtout. Vous en avez parlé avec votre adversaire? Non, pas réellement. Il est d'accord? Après, je pense que comme tout boxeur, il accepterait si ça lui apporte quelque chose. Si c'est pas le cas, je sais pas. Le combat pourrait être organisé à quel moment? Comme on le disait, vous avez 38 ans, il ne faut pas traîner. Non, il ne faut pas traîner, c'est sûr, il ne faut pas traîner, mais bon, les envies ne font pas, m'arrêteront pas, du moins. Là, je m'arrêtera pas donc au niveau où j'en suis, quoi. Vous avez donc toujours espoir d'être champion du monde, c'est votre objectif numéro 1. Oui, vous êtes quand même redescendu à la 30e place mondiale. Vous êtes quand même descendu au 30e rang mondial. Ouais. Est-ce que c'est encore possible? Aujourd'hui, je remercie déjà M. Malamine Koné, mon promoteur, de m'avoir laissé cette chance de pouvoir faire une ceinture comme celle-ci. Et je lui fais confiance aujourd'hui, comme j'ai pu lui faire confiance au préalable pour pouvoir récupérer mon titre européen, organiser de nouveau à Saint-Quentin. Ça rentrait réellement dans mes projets, tout ce qu'on a pu faire en amont avec M. Malamine Koné. Donc là, encore une fois, je vais lui faire confiance pour pouvoir faire ou organiser quelque chose de génial pour moi, en tout cas. Vous vous sentez encore frais physiquement? Ouais, frais, toujours. Vous avez encore 3, 4 ans, 50 box encore devant vous? On va peut-être pas dire ça. Je dirais simplement que j'ai encore des objectifs. Voilà. Non, et je prends encore plaisir. J'ai toujours ce plaisir et ces fameux objectifs. Vous avez également de nombreux fans en France. Ce sont eux qui vous poussent? On va pouvoir me pousser, bien sûr. Ils me poussent, ils me font plaisir, ils me donnent de la force. Je les remercie d'ailleurs. Ils me donnent de la force et puis j'espère que je peux aussi, pour certains, leur en donner, quoi. Ce championnat du monde, c'est votre dernier challenge? Gagné ou perdu, vous voulez un championnat du monde? Oui, un championnat du monde. C'est vrai que dans tous les cas, quand je suis passé boxeur professionnel, j'avais pas spécialement cet objectif-là. À chaque fois que j'en ai eu un, on a réussi à l'atteindre avec Antoine Farougia. Et puis c'est lui qui m'a aussi appris à être assez déterminé dans ce que je voulais. Donc pas se laisser abattre sur ce qu'on n'avait pas, mais se donner les moyens pour avoir ce qu'on souhaite. Et vous raccrocherez après ce combat? Si j'ai pas d'autres objectifs, je raccroche, oui. Si j'en ai d'autres, je raccrocherai pas. Les prochaines semaines, ça va être quoi? Quel est votre programme sur les prochaines semaines? Sur les prochaines semaines, je souhaitais déjà dans un premier temps réellement récupérer, me consacrer peut-être aussi un peu plus à ce que je ne fais peut-être pas assez, un peu de repos. Et puis on verra, on discutera avec M. Malamine Koné du futur. Merci à vous, Adila Mohammadi. On vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière. Et elle n'est pas terminée, votre carrière. Non, elle n'est pas terminée. Et on espère que vous aurez cette revanche contre Najib Mohammedi. Oui, merci beaucoup. J'espère.
Direction à présent les terrains de rugby ont joué ce week-end en honneur. Le Sky Rugby a réussi à valider son maintien dans ce championnat à domicile après une victoire 29-14 face à Ministère Finance Paris. Le résumé du match, les images sont signées à Nicolas Dandry, un montage de Romain Ruspini. Ce dimanche 9 avril, le Sky Rugby jouait sa survie dans le championnat de Division Honneur à domicile face à Ministère Finance Paris. Un match à enjeu qui n'a pas tétanisé le promu. Dès les premières minutes de la rencontre, les Saint-Quentinois mettent du rythme et remportent la première période 17-7 avec 2 essais inscrits. La consigne, c'était de se faire plaisir malgré la pression du maintien. Maintenant, on voit qu'il y a un vrai objectif parce que l'intensité est vraiment présente. Au retour des vestiaires, le Sky Rugby continue sur sa lancée. Les Bleus réalisent un 100% au pied en seconde période grâce à Julien Loberes-Lafaille pour l'emporter 29-14 au coup de sifflet final. C'est collectif, l'équipe a bien marché, devant, derrière, c'était bien connecté, le lancement de jeu était propre et voilà, ça fait une victoire au bout. On a fait exactement ce qu'on a voulu faire et ça a marché. Avec cette victoire, les Saint-Quentinois sont assurés de terminer à la 8e place sur 10 équipes engagées avec 4 points d'avance sur Mantes-Limay, le premier relégable. Le staff se projette déjà sur la saison prochaine. Il ne faut pas rajouter une seule chose, il faut toujours rajouter plein de petites choses pour que ça se passe bien. Il va falloir être meilleur physiquement, il va falloir être meilleur, quelques joueurs qui viennent un peu plus chanceux sur les blessures parce qu'on a bien chargé cette année en blessures. Donc ça arrive, mais l'an prochain on aura peut-être moins de malchance là-dessus. Et après, c'est toujours progresser, quoi. C'est-à-dire que là, au match aller, on a fait 3 victoires et au match retour, on a fait 3 victoires plus un nul, donc c'est mieux. Le Sky Rugby clôturera sa saison ce dimanche 15 avril contre Vincennes à domicile en match en retard. L'occasion de préparer déjà la saison 2018-2019. Dans l'autre poule de Division Honneur, ce dimanche, Versailles s'est largement imposé sur le terrain de Chili-Mazarin sur le score de 47-22. Leur 13e victoire de la saison est la 3e de rang, un résultat qui permet aux joueurs de la Cité Royale d'être sur le podium. L'un de leurs objectifs cette saison est de ne compter que 4 petits points de retard sur la 2e place détenue par Bagneux. Le championnat est lui toujours dominé par Sarcelles. Enfin, toujours en rugby, mais cette fois-ci dans le championnat de Fédéral 2, Plaisir, promu cette saison, restera dans cette division l'année prochaine. Les Plaisirs ont officiellement validé leur maintien sur le terrain de Daumont ce dimanche. La victoire est sans appel 54-7. Au classement, les hommes de Sébastien Roncalli comptent 15 points d'avance sur le premier relégable Arras. Prochain match le dimanche 22 avril sur le terrain de Chartres. En athlétisme, la 24e édition de la Guyancourse se tenait ce dimanche. Départ et arrivée au gymnase des Droits de l'Homme. La compétition était organisée par le club de l'Entente athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines. 4 courses étaient au programme, 3 pour les enfants et un tracé phare de 10 km autour des étangs de la Minière. Plus de 300 personnes ont pris part à ce 10 km. Les objectifs de la Guyancourse expliqués au micro de Nicolas Dandry. C'est une fête qui est portée aussi par un club d'athlétisme, des gens qui aiment tous la course à pied et donc qui font des courses à pied. Et quelque part, quand on fait de la course à pied, on a aussi envie de rendre et de proposer des courses aux autres personnes pour faire aimer ce sport aux gens. Cyclisme sur piste à présent et plus précisément du cyclisme sur piste handisport. Un Yvelinois valide du club de Vélizy 78 a participé à mi-mars au championnat du monde avec Raphaël Beaugillet, un athlète handisport déficient visuel. Son nom, Yann Dujarrier. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Yann. Bonsoir Mickaël. Alors comment vous êtes-vous remis de ces championnats du monde ? Bien. Est-ce que vous êtes redescendu de votre nuage ? Oui, tout à fait, c'est ça. C'est exactement le terme, c'est vraiment redescendre du nuage puisque c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée et que je n'imaginais pas un jour pouvoir réaliser. Alors comment s'est déroulée votre compétition ? Bien, puisque on a réalisé quasiment la totalité de nos objectifs. On était là-bas pour simplement battre nos meilleurs temps, les temps que nous avions établis lors des championnats de France début février à Bourges. Donc on avait fait une 8-0 sur le 1,08 sur le kilomètre et là on a fait une 6-4, donc très bien. Ensuite sur le 200 mètres on avait fait 11-3 et là on a fait 10-800 tout rond, ce qui nous a permis de rentrer dans les points pour obtenir des quotas pour les Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Maintenant, voilà, on a raté la cerise sur le gâteau qui aurait été de rentrer dans les 8 premiers
Il y avait quand même 19 tandems engagés sur ce tournoi de vitesse, de rentrer dans les 8 premiers pour pouvoir faire des matchs de vitesse contre les grosses nations. Maintenant, voilà, on a 2 mois et demi simplement de collaboration avec Raphaël. Donc c'est très très encourageant et j'espère que ce seront des étapes que l'on pourra gravir et franchir lors des prochaines éditions. C'était votre première compétition internationale avec un athlète handisport. Est-ce que le manque d'expérience s'est fait ressentir finalement sur la compétition ? Non. Puisque il n'y a pas de manque de vécu d'une compétition internationale. Non, j'ai pas commencé. Handisport, je parle. Ouais, mais j'ai pas commencé le vélo la semaine dernière. Donc c'est vrai que ça reste un championnat du monde. Hein. Je veux dire, on est entre coureurs. On connaît nos protocoles d'échauffement. Enfin, personnellement, je connais mes protocoles d'échauffement. Donc j'ai pas eu de stress par rapport à ça. C'est vrai que là, on se rend compte que même par rapport à un championnat du monde master que j'ai pu pratiquer les années précédentes, on est encore un niveau au-dessus. Les organisations de certaines nations sont vraiment impressionnantes. Les Anglais, les Hollandais, les Américains ont vraiment un staff qui est très très différent de ce que j'ai pu vivre. J'ai jamais vécu des choses comme ça. C'est vraiment différent d'une compétition valide ou pas ? Alors, que vous m'avez permis de vivre en tant que spectateur, non, c'est là. Alors, pour les grosses structures qui sont très, très bien organisées, c'est la même chose. Ils le prennent de la même manière. Pour eux, c'est la même chose. Un titre de champion du monde handisport ou un titre de champion du monde élite a la même importance. J'ai vu un titre de champion du monde pour un athlète brésilien. Voilà, dans le vélodrome, c'était énorme, quoi. Vraiment, il y avait quelque chose. Et puis en plus, alors après, il y a, je pense, même un truc en plus, c'est-à-dire que on voit que malgré les handicaps qu'ils peuvent avoir, eh bien ça reste de vrais athlètes et avec des très grosses préparations et puis des fois c'est vrai que vous croisez les gens dans les couloirs ou dans les couloirs du vélodrome et vous vous demandez comment est-ce qu'ils vont pouvoir pédaler et quand vous les voyez sur le vélo, je suis admiratif, quoi. Ça, on reste admiratif des efforts et des chronos qu'ils peuvent réaliser parce que ça reste de vraies très belles performances même chez les valides. Je crois que dans la catégorie ça va être M5, le chrono, enfin le champion du monde dans cette catégorie-là, il fait 1:01. Il faut savoir que peu de temps avant chez les valides, ça s'est gagné en 59 secondes. Alors voilà. Handisport, ça reste des très très belles performances. Là, les Anglais ont fait 9,700 sur le vélodrome de Rio. Il faut savoir que Jason Kenny, tout seul, lors des Jeux Olympiques, donc avec une forme olympique, il avait fait que 9,500. Donc on est aussi pareil sur du là, même si c'est un tandem, il y a 2 gars sur un vélo, on est sur des performances qui sont très proches des performances des élites. Vous poussez tous les athlètes à faire comme vous, à aider les athlètes handisport ? Oui. Clairement, aujourd'hui, ça a changé ma vision de l'entraînement, ça a changé ma vision du sport tout simplement, et il y a un vrai apprentissage. Aujourd'hui, c'est vrai que moi j'étais quand même sur une saison qui était compliquée où j'avais pas du tout d'objectif puisque je n'allais pas participer au championnat du monde master cette année, donc j'étais sur une saison de transition. Maintenant, grâce à ça, je continue de m'entraîner comme si j'allais faire un autre championnat parce que là, on a un objectif qui est sur plusieurs années. Mais c'est vrai que j'encourage tout le monde à tester et parce que ça va leur permettre de comprendre des choses sur la pratique du vélo. Et puis après, il y a un vrai plaisir. C'est moi quand je vois sur certains efforts, j'ai tout le temps l'impression de pouvoir en remettre. Alors qu'au bout d'un moment, ça s'arrête. Et le problème du tandem, c'est quand ça s'arrête encore plus fort que quand on est tout seul. Là, on prend très cher. Mais ouais, il y a vraiment des sensations qui sont super intéressantes. En tout cas, cette association, le pistard du Loir-et-Cher, Raphaël Baugier, veut la poursuivre avec vous sur la prochaine année. On l'écoute. Peut-être que Yann se sous-estime un peu, je sais pas, il a dit qu'il serait sûrement trop vieux. Mais bon, l'idéal, ce serait de poursuivre jusqu'au jeu, après qu'on y arrive ou pas, mais qu'on continue l'aventure ensemble. Parce que bon, dès qu'on change de pilote, après, c'est toute une réadaptation à tout point de vue. Il faut qu'on se soit coordonné et qu'on apprenne à se connaître parfaitement, quoi. Yann Dujarrier, vous avez 42 ans. Rassurez-nous, vous allez continuer avec Raphaël Baugier sur les JO de Tokyo notamment. Clairement. Alors, je ne sais pas si on ira aux JO.
Ce qui est sûr, c'est qu'on mettra tout en œuvre pour y arriver. J'ai toujours fonctionné comme ça. Aujourd'hui, j'ai découvert un nouveau challenge qui m'emplit vraiment et qui me tient à cœur, qui me donne beaucoup de motivation. Et en effet, j'espère pouvoir aller jusque-là. Et aujourd'hui, alors quand j'ai commencé, j'y pensais pas du tout. Aujourd'hui, je pense que ça va être difficile d'y aller, mais je vais tout faire pour réussir. Et c'est vrai que j'ai... Et apparemment, vous vous sous-estimez, hein, c'est ce que dit Raphaël Bouchy dans son intervention. Oui, non, mais peut-être, maintenant, c'est vrai que les 42 ans, ils sont là. Donc, mais bon, il y a encore de la progression, c'est sûr, parce qu'au niveau d'entraînement, je m'entraîne comme un vrai amateur. Et si on arrive à faire quelque chose avec la fédé, avec les fédérations, eh bien, peut-être qu'on va pouvoir un petit peu pas professionnaliser, mais gagner encore en préparation. Et donc... parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Merci à vous, Yann Ujarier, d'être passé sur ce plateau. On suivra avec attention vos futures performances avec votre coéquipier handisport dans les prochaines années et on vous souhaite d'aller aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Vous serez peut-être aussi aux JO de 2024 à Paris si votre condition physique le permet avec votre partenaire handisport. Des Jeux parisiens qui se préparent dès à présent à 6 ans du début des épreuves. Jeudi dernier, Jean Castex, délégué interministériel aux JO, s'est rendu sur les sites saint-quentinois qui accueilleront les athlètes. La délégation accompagnée également d'élus du territoire s'est rendue du côté de la colline d'Élancourt qui organisera les épreuves de VTT au Vélodrome National à l'île de Loisirs pour étudier les futurs plans de la piste de BMX provisoire qui sera construite sur le secteur. Et au Golfe National de Saint-Quentin-en-Yvelines, la délégation a terminé sa journée par une visite au château de Versailles qui accueillera les épreuves de pentathlon moderne et d'équitation. J'évoquais précédemment les Jeux Olympiques 2024 au Golfe National de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais le site recevra également un événement international en septembre prochain avec la Ryder Cup 2018, l'équivalent de la Coupe du Monde du Golf. Pour vous immerger dès à présent dans ce rendez-vous, TV78 vous propose de découvrir chaque semaine les plus grands souvenirs qui ont marqué l'histoire de la compétition. Aujourd'hui, Philippe Pilato du Golfe National de Saint-Quentin-en-Yvelines vous présente son meilleur souvenir. Regardez. Je me souviens de la Ryder Cup qui s'était déroulée au K Club en Irlande. Là, c'était plus un moment d'émotion, moment où en fait Darren Clarke, pas meilleur moment de sa vie, il avait perdu sa femme, je crois, au mois d'août. Il avait joué l'Open britannique également au mois de juillet, de façon à pouvoir voir s'il pouvait rentrer dans les points dans la Ryder Cup. Il loupe le cut. Enfin bon, plein de mauvaises choses, notamment avec, comme je le disais, la perte de sa femme, et Jan Woosnam qui le prend dans ses captain's pick, dans ses choix de capitaine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Darren Clarke, je pense poussé par sa femme de là-haut, a gagné tous ses matchs, et notamment les 2 doubles sur lesquels il avait joué, le simple également. Et là, c'est toute l'émotion qui est ressortie, hein. C'est-à-dire que, en fait, l'image qui est très forte, c'est à la fois les joueurs américains qui sont venus le voir, qui l'ont enlacé, et surtout, moi, ce que j'ai adoré comme image, c'est Jan Woosnam prenant dans ses bras Darren Clarke, donc il y a à peu près 30 cm d'écart entre les, entre les deux joueurs. Bien évidemment, c'est un moment émouvant parce qu'un moment dur pour Clarke, mais de voir ces deux joueurs, ces deux champions en larmes sur ce green-là, voilà, moi ça m'a réellement retourné, et je pense que la Ryder, encore une fois, c'est le seul événement sur lequel on peut, golfique, on peut se retrouver à avoir des émotions pareilles. Un rendez-vous à noter dans vos agendas. Ce tournoi fait partie du paysage sportif de plaisir depuis 1997. Le Zero Pen, tournoi d'Ultimate de la ville, revient ce week-end entre le Palais des Sports et le gymnase Nicolas Sleur. Nous avons pu rencontrer le président du club de Zero Gêne, l'un des organisateurs. La 14e édition du tournoi Zero Pen est organisée ce week-end à Plaisir. À mes côtés, l'un des principaux organisateurs, Mathieu Gorce. Mathieu Gorce, est-ce que tout est prêt à quelques jours de l'épreuve? Oui, on n'attend plus que les équipes pour démarrer le tournoi, mais du côté de l'organisation, tout est en place. Combien d'équipes seront présentes sur le tournoi? Cette année, donc pour la 14e édition, nous accueillons non plus 8 équipes comme auparavant, mais 12. Donc ça nous permet justement de faire grandir un petit peu l'événement. Les équipes viennent d'où? À peu près de toute l'Île-de-France. En fait, on a à cœur de tenir la parité en fait, au cœur du tournoi. Il y a à la fois des clubs qui jouent aussi en championnat fédéral,
Par exemple, le club de Créteil, le Sun, l'équipe de Versailles, de Frésélis. Et aussi, pour les tournois amicaux, il y a souvent des équipes qui se montent de manière éphémère, juste pour le temps d'un tournoi. On a par exemple la section Ultimate de Carrière-sous-Poissy qui se reforme juste pour l'événement. On a aussi une équipe de joueurs d'origine sud-américaine qui joue à l'Ultimate en France, qui se forme pour l'événement. Aussi une équipe qui joue en famille, donc plusieurs générations au sein de la même équipe. Enfin, en tout cas, on a à cœur d'accueillir à la fois des clubs et aussi des équipes un peu plus fun. Il va y avoir du spectacle à plaisir. On espère beaucoup de points, beaucoup de belles actions. Et c'est souvent spectaculaire aussi en intérieur car le terrain est beaucoup plus court. Donc il y a souvent des beaux gestes, surtout en tournoi. L'Ultimate, concrètement, c'est quoi? Quelles sont les règles de l'Ultimate pour quelqu'un qui ne connaîtrait absolument pas ce sport? Alors en fait, c'est un sport collectif qui joue avec un disque volant. Et le but est de réceptionner un disque dans une zone d'en-but située de part et d'autre du terrain. Dès qu'on a le frisbee dans la main, on ne peut pas courir. Et la particularité du sport, c'est qu'il est auto-arbitré. Et c'est un tournoi qui est très visuel, forcément. Est-ce que vous accueillez du public également sur cet événement? Oui, tout à fait. L'entrée est libre. Donc, toute personne qui désire découvrir ce sport est la bienvenue au Palais des Sports le samedi et au gymnase Nicolas Sfer et au Palais des Sports le dimanche. Il y aura des matchs en simultané sur les deux gymnases. Bon, dernière question, on va parler pronostic. Est-ce que le club de plaisir, le club Zérogène, est favori de cette édition? Oui, tout à fait. On a fait une sélection en béton, donc on compte bien se classer parmi le plus haut du classement. Après, chercher le titre, ça va peut-être être compliqué car il y a beaucoup de challenges chaque année. Mais oui, on espère bien se classer cette année. C'est un objectif pour le club de plaisir? Alors l'objectif principal pour moi, ce serait plutôt de très bien se classer en championnat. Les tournois, bien sûr, c'est un objectif sportif parce qu'il s'agit de se roder. Mais je dirais que l'objectif principal, c'est de réussir en championnat fédéral. Merci beaucoup Mathieu. Le tournoi Zéro Peine de plaisir est organisé ce week-end. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.